Donc, on ne peut pas regretter. Ce qui est, est. Et on se nourrit de tout ça pour grandir. Il n'y a pas eu de son vivant cette communication d'âme à âme, non, mais justement, peut-être que si elle avait eu lieu, elle n'aurait pas eu lieu après. Et c'est celle-là qui me permet de grandir. D'avancer aujourd'hui. Ouais, d'avancer aujourd'hui. Bienvenue, voici une très très belle rencontre, j'en suis convaincu avant même de commencer l'émission. Je voudrais vous lire un petit passage d'un extrait du livre dont on va parler aujourd'hui, avec son auteur qui est installé sur les canapés. Justicier invétéré, celui qui défendait l'opprimé, il était peu nombreux ceux qui par faveur pouvaient t'effeuiller jusqu'au cœur, les moins perspicaces tombaient en disgrâce, les plus sages laissaient passer l'orage. De qui parle-t-on ? Eh bien vous allez le savoir tout de suite. Avec l'invité que j'accueille aujourd'hui. Tina Cristiani est installée sur ses canapés. Bonjour Tina. Bonjour Marc, pardon. C'est bien. J'allais vous appeler Max, quel lapsus. Incroyable, c'est incroyable. Alors ces quelques mots que je viens de dire sont extraits de votre livre qui est ici. Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse. Ça vous dit peut-être rien comme ça. Cristiani pour la nouvelle génération, ça vous dit peut-être rien comme ça. Mais Hervé Cristiani, je peux vous dire que pour toute une génération, c'est quelque chose. C'était un chanteur populaire. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Sa chanson, en tout cas, a eu beaucoup d'impact. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il en a fait beaucoup d'autres et des très belles qui sont beaucoup moins connues. Bien sûr. Malheureusement, mais bon, celle-là a eu un très très gros impact. Oui. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oui. Il paraît. Il paraît. Hein écoutez cette chanson. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis l'extrait ? Parce que comme on est diffusé sur YouTube, on n'a pas les droits de la chanson et donc du coup YouTube peut squeezer évidemment la diffusion. Mais il est libre, Max, Hervé Cristiani, ça parle à tout le monde et vous avez été la compagne de. Vous étiez mariés ou pas ? Ben je le raconte dans le livre. En fait, on s'est mariés in extremis, on va dire quelques mois avant sa mort. En fait, on s'est mariés le 18 novembre 2013 et je viens de fêter il y a quelques jours cet anniversaire parce que il était très malade, on n'a pas pu recevoir nos amis, on l'a fait dans la plus stricte intimité. Oui. Mais bon, moi je souhaitais pas forcément ce mariage, disons que c'était vraiment pour me protéger. Voilà, on n'était pas là-dedans. On a vécu 22 ans ensemble. Et c'est lui qui m'a imposé ce mariage en disant mais non il m'a même engueulé quoi, en disant mais enfin il faut qu'on se marie parce que bon et moi j'étais pas là-dedans, la priorité c'était lui. C'était lui. Bien sûr. Mais finalement au moment où il m'a vraiment tensé, il m'a vraiment dit, j'ai dit ok, je m'en occupe. J'ai vu que c'était important pour lui, donc j'ai dit bon ok, je vais m'en occuper. On le fait. Je regrette pas aujourd'hui. Je dois dire heureusement. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de choses que je regarde avec le recul et où je me dis punaise, t'avais raison. Mais tout, je revisite. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Alors Hervé Cristiani, c'est évidemment ce poète, c'est ce chanteur populaire, moi je pense que, dans le sens noble du terme, évidemment. Vous avez vécu 22 ans avec lui, il est parti en 2014. Oui. C'est ça ? C'était au mois de juillet 2014. Moi j'ai diffusé ses chansons à la radio des dizaines et des dizaines de fois. Et il a toujours donné l'image de quelqu'un de doux. Oui, parce que sa voix était très douce. Exactement. Et je pense que ça a donné cette image qui était un peu trompeuse, quelque part, parce qu'il était aussi un peu colérique. En tout cas, vous racontez que c'était pas simple. Non, c'était pas simple. Et il avait ce côté très hargneux, quelquefois, impatient, très souvent, et il pouvait... c'était pas piquer des colères, mais il avait ce sens de la justice qui faisait que... Voilà, il voulait absolument... C'est pour ça que je disais le justicier invétéré. Le justicier invétéré, c'est ça. Et donc, il était intraitable. Il n'avait pas beaucoup de tolérance par rapport à ceux qui qualifiaient de cons, quoi. On va dire, voilà, il allait... Ah non, mais il a rien compris, celui-là. Mais voilà, l'étape d'après, c'est d'accepter que tout le monde est comme il est. Mais dans à ce moment-là, il était... et je lui donnais pas toujours raison, je dois dire. Mais avec le recul, je le comprends mieux. Voilà. Alors, vous avez décidé d'écrire. Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse, Hervé Cristiani. Vous avez mis 10 ans à écrire ce livre ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai très vite été informée qu'il fallait que j'écrive. Et on va savoir pourquoi, parce qu'il y a une synchronicité, il y a évidemment il y a tout ça qui se passe, et je suis informée très vite que je dois écrire. Ouais. Et donc, je m'y mets.
Simplement, je suis encore dans le type d'écriture qui passe par le mental à ce moment-là. Et ma première version est très chronologique, factuelle, et j'arrive pas à la terminer. Et jamais elle se termine. En tout cas, ça résonne pas pour vous. Ça, non, à un moment donné, je peux pas la finir, quoi. Je sais pas pourquoi, elle se finit pas. Et puis, à un moment donné, les choses se démarrent autrement. En fait, c'est quand j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma maison provençale, et c'est marrant parce que ça a résonné par rapport à ma jeunesse. Je voulais écrire à 18 ans, et je me suis mis devant une feuille de papier, et je me suis aperçue que j'avais rien à dire. Et je me suis dit, à ce moment-là, tu écriras quand tu auras vécu quelque chose. Je me souviens très très bien de ça. Je n'avais pas le pouvoir d'imagination, je voulais raconter ma vie, mais à 18 ans, je me suis dit, bon, en fait, t'as rien vécu. Il n'y a pas de vécu. Il n'y a pas de vécu. Donc, tu vas attendre, et tu écriras probablement assez tard dans ta vie. J'ai senti ça. Et à la même époque, exactement à la même époque, je suis tombée amoureuse de la Provence. Et je me suis dit, un jour, j'aurai une maison en Provence. Et j'ai fait la connexion entre les deux en me disant, tu écriras quand tu auras ta maison en Provence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette maison en Provence, j'ai commencé à écrire différemment. Et là, j'ai senti que c'était plus le mental qui écrivait, mais que je recevais. Alors, et j'ai écrit dans la jubilation. Alors qu'avant, j'écrivais dans la souffrance, avec le plaisir quand même d'avoir écrit. C'est toujours satisfaisant de sortir quelque chose de soi-même. Mais dans la souffrance. Et là, j'ai écrit tout ce livre. Enfin, toutes les lignes qui sont dans ce livre sont venues par la joie et la jubilation, vraiment. Mais vous en plus, vous le décrivez très très bien parce que c'est un dialogue. Oui. Entre lui et vous. Oui, exactement. Vous lui parlez en tout cas. Oui, je lui parle, mais je pense qu'il était là. Il était là. Enfin, il y a plein de signes, hein. Oui, il y a plein de signes. Il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités. On va en très, détailler quelques-uns, mais il y a des choses incroyables quand même. Il y a des choses assez étonnantes. La question que je me suis posée, Tina, est-ce qu'il a su que vous alliez écrire? Alors, on n'en a pas parlé avant son décès. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas évoqué. Mais je me demande s'il l'a pas quand même pressenti. Parce qu'il savait que j'avais quand même une aptitude à l'écriture. Il l'avait remarqué, je crois. Sans plus, parce que je pense qu'elle s'est vraiment développée avec ce livre. En tout cas, cette manière d'écrire, qui peut-être m'a été imposée par lui. J'irais presque jusque-là, parce que il était très attaché à la forme. Hervé le disait d'ailleurs. Il y a plus dans la forme que dans le fond. Je suis pas forcément d'accord. Il y a autant dans la forme que dans le fond pour moi. Les deux vraiment sont intriqués, et on peut dire vraiment. C'est pas forcément les mots qui comptent, mais c'est la musique. À travers la musique des mots, on dit énormément de choses. Bien sûr. Et je dois dire que le livre a évolué sans arrêt vers ça, comme si il y avait une exigence de ça. Qui vous dit alors à ce moment-là, top départ, c'est bon, il peut sortir tel qu'il est, puisqu'il passe son temps à évoluer. Il passe son temps à évoluer. En fait, j'ai fini ce livre. Il y a plein d'années, je sais pas, moi, tous les ans, je disais, bon, ça y est, il est fini. Et tout le monde me disait, bon, alors, il sort quand ton livre? Je sais pas, on va voir. Je laissais, moi, j'ai jamais forcé. J'ai compris ça au fur et à mesure de mon chemin, il fallait rien forcer. Tout arrivait au bon moment, en temps et en heure. Et j'ai pensé que même ce livre pourrait m'accompagner jusqu'à ma mort, parce que j'ai vu qu'il progressait sans arrêt. Il s'affinait comme une sculpture, donc je me suis dit, il pourrait s'affiner jusqu'au bout. Pourquoi le sortir? Mais il avait quand même été au bout de l'histoire. J'avais été au bout de l'histoire, et j'avais même dit à mon fils, il m'arrive quelque chose, tu peux le publier, hein, il est publiable, au moins que ça serve à quelque chose. Mais moi, tant que je voyais que je pouvais encore améliorer, je l'ai pas lâché. Et peut-être s'il n'y avait pas eu cette belle histoire de l'oiseau, je ne l'aurais pas lâché. Exactement, on va y revenir. M'amener à ça, j'imagine. Exactement, on va en parler dans un instant avec d'autres synchronicités et d'autres choses, d'autres très belles histoires au sein de cet ouvrage. Êtes-vous prêt à transformer votre vie en quelques heures? Avec mon équipe, nous allons créer un espace haute fréquence à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déposer tout ce qui ne sert plus votre chemin d'âme. Venez comme vous êtes, avec vos challenges de vie, que ça soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Chaque âme recevra des upgrades cellulaires, biologiques et multidimensionnels. Nous allons travailler sur les traumas ancestraux, vies passées, contrats d'âme en tout genre. Nous allons faire des activations. Activation troisième œil,
glande pinéale, kundalini et corps de lumière. Venez expérimenter la fréquence de l'amour inconditionnel, fréquence à laquelle tout devient possible pour activer votre auto-guérison. Début mars 2025, nous serons sur Toulouse et Montpellier en partenariat avec ABC Talk et mes équipes américaines et françaises. Les places vont partir vite, alors si vous êtes prêts à évoluer, à changer, à vous transformer, rejoignez un de nos événements de groupe Self-Healing. Mais c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la forme et du fond. Au niveau de la forme, vous n'êtes pas les mains mortes. Oui, peut-être trop. Enfin, de toute façon, je dois dire que je ne m'identifie pas à ce livre. Parce qu'il est écrit en alexandrin. Hein. Non, on peut pas dire ça. Il y a des passages en alexandrin. Il y a des passages en alexandrin. Mais la musique des mots est constamment là. Exactement. Oui, voilà. C'est vrai. Il y a beaucoup de rythmes, il y a beaucoup de rimes. Et les rimes, les sonorités sont là, mais regardez, c'est pas toujours de l'alexandrin. Ça l'est souvent, mais je ne m'impose pas l'alexandrin. Je suis pas dans un cadre rigide. C'est ça qui est. On se dit que c'est incroyable parce qu'on connaît la difficulté d'écrire un livre. On connaît parfois la souffrance pour écrire un livre parce qu'on va rechercher des choses qu'on avait enfouies dans son subconscient. Mais si en plus de ça, on va complexifier en cherchant justement la poésie des mots, le rythme dans les mots et les phrases. Oui, mais c'est elle qui m'a guidée en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que je découvrais même ce que j'avais à dire dans cette beauté. Et je m'émerveillais de ce que j'écrivais. C'est ça qui a été merveilleux, c'est que je me suis sans cesse émerveillée de ce que je découvrais, de ce que j'écrivais. Alors quand on présente Hervé Christiani, on dit chanteur, auteur, compositeur, interprète, poète. Oui. Est-ce que la poésie d'Hervé ne vous a pas été je suis sûre. envoyée pour que vous puissiez la retranscrire dans cet ouvrage? Moi, évidemment, on n'a aucune certitude de rien du tout. Mais dans votre fond intérieur, vous pensez ça? Oui, j'ai toujours pensé qu'il était là. Et encore une fois, je vous dis, cette exigence de forme, je me demande si c'est pas lui qui l'a imposée, quoi, quelque part. Et en tout cas, en me donnant cette joie de la recevoir et de la découvrir, c'est à travers cette joie que j'ai accédé à ça, en fait, en me disant mais c'est trop beau. Voilà, c'est la beauté. Racontez-nous comment vous avez travaillé sur ce livre. Vous aviez un pendule? Ah non, j'ai pas travaillé avec le pendule. Si vous voulez les détails de ma façon de travailler, c'était je travaillais le matin et le soir, et j'ai constaté que y a une chose très étonnante, c'est que on pouvait se dire bon, le soir t'es fatigué, ça sert à rien, les idées viennent pas et tout. Non, en effet, je n'écrivais rien d'intéressant le soir, mais par contre, j'allais fouiller où il fallait chercher, j'allais voir vers où il fallait aller, et je pense que notre inconscient travaille pendant la nuit. Je me suis réveillée avec des phrases entières que la veille au soir, j'ai cherché pendant 3 heures et j'ai pas trouvé. La phrase était là au réveil. C'était toujours le matin que les belles choses arrivaient. Et toujours le soir en fait, j'allais demander. Je crois que je demandais le soir et je recevais. Et est-ce que vous l'avez demandé de manière consciente? Plus ou moins, puisque ouais. je savais où je cherchais. Oui, quelque part, je demandais. Et puis, à un moment donné, ça venait pas. Alors, j'ai abandonné en disant, demain, ça viendra. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que ça marchait comme ça. Bien sûr. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais aller voir ce soir où il faut. Et puis, le lendemain, j'ai compris. Et j'avais compris aussi une chose, c'est que quelquefois, dans la journée, quand je bloquais sur ce que je voulais dire, eh bien, j'arrêtais. Et je me mettais dans un état presque un peu méditatif. Disons que j'essayais de faire le vide, quoi. Okay. Et ça venait. Et ça venait en 30 secondes, alors que ça faisait 1 heure que je cherchais. Est-ce que vous êtes médium? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas ce que c'est, un médium. J'ai pas... Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez de la clairaudience, de la clairvoyance Par contre, je pense que j'ai acquis, avec toutes ces années, une espèce de claire intuition, quoi. Oui, parce que maintenant, je ne fonctionne plus que comme ça. Je ne fonctionne plus que comme ça. Ça veut dire quoi? Vous écoutez votre petite voix intérieure qui... Ça veut dire... Oui, parce que j'ai vu que ça marchait très bien, en fait. C'est ça. C'est ça qui est fou. Ben oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein, qui est très ancré quand même dans la matière. Je travaille beaucoup dans la matière. Je construis un lieu où je veux transmettre. On va en parler. On pourra en parler. Mais donc, je suis très ancrée dans la matière. Et donc, c'est pas évident
ce lâcher-prise. J'ai eu beaucoup de mal, quoi. Mais à un moment donné, j'ai vu comment ça marchait. C'est-à-dire que je décidais, je le dis aussi dans le livre, je décide un truc, je vais faire ça. Et puis, en fait, je me rends compte au moment où, dans l'instant présent, que c'est pas du tout ça que je fais. Et je me regarde en train de faire autre chose. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça alors que tu avais décidé de faire autre chose? Mais ça fait rien, j'ai tellement envie de faire ça à ce moment-là que je le fais quand même. Et puis, le soir, le lendemain, 8 jours après, je découvre que c'était très astucieux, très intelligent de faire ça à ce moment-là, alors que sur le moment, je savais pas pourquoi. Et ayant perçu ce phénomène, l'ayant constaté un nombre de fois infini, sans arrêt, je le constatais, j'ai fini par l'adopter comme mode de vie. C'est-à-dire que je me dis, arrête de décider. Et en fait, je décide les choses, enfin, je les fais dans l'instant présent. Donc ça veut dire que cet instant présent, il a une résonance particulière oui, quand même pour oui, vous. Oui, voilà, je reste dans l'instant présent. Et souvent, quand même, le mental, il revient tout le temps à la charge. On peut pas, je veux pas dire que je l'ai complètement mis de côté, c'est pas possible. Il revient, et il dit, attends, t'as ça à faire, etc. Et quelquefois, je me dis, il faudrait décider quand même. Puis en même temps, je me dis, bon, attends, ça va se décider tout seul. Quand je sais pas, en fait, je dis ça. Ça va se décider. Et à un moment donné, tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est ça qui est... Est-ce que vous avez le sentiment d'être spirituel? Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quelle serait d'ailleurs votre définition? Voilà, justement, j'en ai pas. C'est ce que j'allais vous répondre. C'est quoi être spirituel? Oui, c'est ça. Et ce que je vais vous répondre, c'est que je n'ai jamais, et ça c'est intéressant quand même, eu l'intention de l'être. Je n'ai pas... Parce que beaucoup de gens sont quand même en quête. Bien sûr. Et c'est très noble et c'est très bien d'être en quête. Je ne vais pas reprocher ça. Mais moi, ça n'a pas été ma démarche. Je me suis pas dit, je veux devenir un être spirituel, comprendre les choses, comprendre d'où on vient. Absolument pas. Donc mon parcours est intéressant de ce point de vue-là parce que c'est pas celui de beaucoup de gens qui deviennent spirituels. Exact. Pour moi, ça s'est imposé à moi. Ce qui est très différent. Depuis le départ d'Hervé? Oui, on va dire que le moment, et je dirais même avant, ça a commencé un peu avant. Ça a commencé à partir du moment où j'étais confrontée à la maladie et où je me suis rendu compte que la maladie venait nous dire quelque chose. J'ai pris pleinement conscience de ça. La maladie d'Hervé, vous parlez? Oui, la maladie d'Hervé. Mais c'est ce que je lui ai dit un peu. Je lui ai dit, tu sais... vous lui dites en plus. Oui, elle vient te parler, cette maladie. Mais lui... Comment est-ce qu'il accueille ça quand vous lui dites ça? C'est un cancer qu'il a eu? Justement, je sais pas au fond de lui. Parce que quand on vous lit, on sent qu'il balaie d'un revers de main ce que vous dites, quoi. T'es bien gentil de me dire ça, mais la maladie est là quand même. Oui, bien sûr. Puis on a nos peurs. Quand on est dans la maladie, c'est difficile quand même. Il était dans ses peurs. Il était dans une énorme pudeur aussi. Chez les Christiani, on dit pas les choses, on les dit en chanson. C'est ça. On règle ses comptes en chanson. Oui, c'est ça. Donc, dès que j'aborde ça, j'aborde quand même un sujet extrêmement brûlant. Et c'est difficile pour lui de me regarder en face avec ce discours-là. Mais je peux pas dire que ça ne l'ait pas quand même touché. Je pense qu'il y a une part de lui qui a écouté ça, quand même. Mais c'était difficile, quand même. À ce moment-là, il y avait ses peurs, il n'a pas fait vraiment, il n'a pas été vers où j'essayais de l'emmener. Où est-ce que vous essayez de l'emmener? Aller voir qu'est-ce que ça venait lui dire, quoi. Mais peut-être qu'il l'a fait, sans que je le sache, en fait. J'en sais rien. Mais moi, ce que je voyais, c'était quelqu'un qui pestait, qui était dans la colère. Qui souffrait. Et qui souffrait, Bien sûr. Souffrait. Donc, je l'ai pas vu. Mais je ne peux pas affirmer qu'il ne se soit pas passé quelque chose. Quand il y a une longue maladie comme ça, je me pose toujours cette question. Je n'ai jamais vécu ça, et je touche du bois, évidemment, pour ne jamais le vivre, ou le plus tard possible. Mais est-ce qu'on parle de l'après?
Est-ce que vous parliez de l'après? Est-ce que non. vous parliez de ses croyances? Est-ce que vous croyiez de ses... Enfin, On vous a très parliez de peu tout parlé. ça. Vous n'avez pas parlé de tout ça? On a très peu parlé. De toute façon, d'une manière générale, on a très peu parlé. Et c'est ce qui nous a manqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. Parce que on rattrape le temps perdu. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en communication depuis qu'il est parti d'une manière absolument incroyable. Mais on a très peu... Parce qu'il y avait cette pudeur, quoi. Il y avait cette pudeur. Et je raconte cette scène où finalement le voile se lève à un moment donné, hein, où il me regarde et il me dit t'avais pas le droit de perdre, comme si justement c'était mon combat, c'était pas le mien, c'était le sien quand même. Ça montre aussi ce qu'il avait pas compris quelque part. C'était le sien, c'était pas le mien. Moi j'étais là pour l'aider et pas pour autre chose. Il me dit t'avais pas le droit de perdre. Et à ce moment-là, peut-être pour la première fois, on se regarde vraiment dans les yeux, quoi, au fond de l'âme, quoi. Je lui dis, Hervé, pour moi, il allait pas mourir, hein. Jusqu'au bout, il allait pas mourir. J'étais persuadée que... Vous y avez cru jusqu'au bout? Oui, j'y ai cru jusqu'au bout. Et mais quoi qu'il arrive, Hervé, j'aurais pas perdu. J'ai tellement appris. Et ça, je l'ai senti à ce moment-là, c'était très très net. J'ai tellement appris. Et là, on sent que là, ça bascule. Je le dis, je le vois dans tes yeux, quoi. Il y a quelque chose qui bascule. T'es plus un enfant. D'un seul coup, tu deviens grand, quoi. D'un seul coup. Et à ce moment-là, je l'ai remercié. Je lui ai dit, je te remercie, Hervé, parce que c'est moi qui dois te remercier, pas toi. Parce que là, il était dans le remerciement, parce que ça faisait des mois que je vivais plus, que vous quoi. êtes à son chevet. Je vivais plus. Bien sûr. Il a quand même dit, à un moment donné, mais il faut que je m'en aille pour que tu puisses vivre. Oui. Il m'a dit ça. Il faut que je parte pour que tu vives. Alors, autant cette phrase est belle, autant elle est violente. Elle est violente, oui. Et moi, j'ai répondu, mais c'est ça ma vie. C'est t'accompagner. C'est d'être là. C'est d'être là. C'est ça ma vie. J'ai rien d'autre à faire. J'ai rien de mieux à faire. Je l'avais senti, ça, que c'était par là qu'il allait se passer quelque chose pour moi, pour moi-même. Quand vous dites que la communication avec Hervé était difficile, quand vous l'accompagnez jusqu'au bout comme ça, vous vous dites pas mais qu'est-ce qu'on a perdu comme temps inutile à pas se parler, à pas se regarder, à pas se dire les choses. Ouais, mais jusqu'au bout c'était dur. Et je me souviens, Maître dit un jour, j'étais pas à côté de lui, Maître dit mais tu vas regretter, quoi. Forcément, tu vas regretter de pas avoir été plus loin dans l'échange, parler d'Ama, mais tu vas regretter. Et en même temps, je me suis dit à ce moment-là, il était pas mort. N'aie pas de regret, parce que tu vois bien que c'est pas possible. Parce qu'il est comme ça. Parce que tu vois bien que tu n'y arrives pas. Tu as envie, mais ça marche pas. Donc, j'ai préparé l'avenir, en fait, en me disant, n'aie pas de regret. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis dit ça, cette phrase-là. N'aie pas de regret. Et aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je crois pas que le regret soit intéressant. Je crois que on a vécu ce que nous avions à vivre et on est passé. S'il n'y avait pas eu cette obscurité, je ne serais pas aujourd'hui dans une certaine lumière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un être éveillé, mais je suis sur le chemin. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le reste. Donc, on peut pas regretter. Ce qui est. Et on se nourrit de tout ça pour grandir. Il n'y a pas eu de son vivant cette communication d'âme à âme, non, mais justement, peut-être que si elle avait eu lieu, elle n'aurait pas eu lieu après. Et c'est celle-là qui me permet de grandir. D'avancer aujourd'hui. Ouais, d'avancer aujourd'hui. Est-ce que lui avait des regrets? Ah ben ça, je peux pas le savoir. Vous n'en avez pas parlé non plus? Non. Je peux pas savoir. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que vous dites à quel point, effectivement, vous avez tout donné, évidemment, pour l'accompagner, pour être à ses côtés, et en même temps, le dialogue ne se fait pas. Non. C'est fou, mais alors qu'est-ce que vous pouvez faire à être en permanence tous les deux? On était trop... Enfin, si c'était à refaire, je ne ferais pas de la même manière, c'est clair, puisque j'ai grandi et que moi, j'étais très... à ce moment-là, dans le factuel, dans tout ce qui pouvait le guérir au niveau de nos thérapies alternatives. Est-ce que ça n'est pas un regret, ça? Encore une fois, je ne veux pas avoir... Le regret n'existe pas dans ma... Philosophie de vie. Ouais, non. Okay. Non, on peut pas avoir de regret. Parce qu'à ce moment-là, j'étais convaincue
que c'était notre seule chance de nous en sortir. Donc je faisais le maximum. Voilà. Aujourd'hui, je pense que je serais plus dans l'amour, c'est clair. Même s'il faudrait peut-être pas oublier quand même d'essayer de se guérir par des moyens plus voilà, conventionnels ou autres. En tout cas, moi, je crois que ce qui peut guérir, c'est ce en quoi on croit. Et Hervé mettait quand même en doute ça, tout ça, régulièrement. Hein. Donc, je pense que lui n'y croyait pas, en fait. Donc, ça pouvait pas marcher. Et c'est fou que... Et alors, ce qui est incroyable, c'est que de son vivant sur ce plan terrestre, il n'y croyait pas. En revanche, vous êtes en communication extraordinaire maintenant. Ouais. Il vous a aidé, sans doute, à écrire ce ouais. livre, très clairement. Ouais. Donc, c'est quand même... c'est beau. Oui, je trouve que c'est une belle histoire. Je trouve que c'est un retournement des choses inattendu. Réellement, c'est inattendu pour moi. Je ne l'attendais pas, ça. Je n'imaginais même pas ça possible. Vous le prenez comme un cadeau? Oui. Ah oui, pour moi, c'est un énorme cadeau. Il me fait un immense cadeau, Hervé. Il me fait naître à moi-même, en fait. C'est énorme. Je le remercie encore plus aujourd'hui. Déjà, avant son départ, et ça, vraiment, je remercie la conscience, en tout cas tout ce qui est, d'avoir pris conscience avant son départ, puisque j'ai pu le remercier. Ça, c'est énorme. J'ai pu le remercier de son vivant. Et ça vraiment, je remercie d'avoir... Mais c'est in extremis, hein. C'est in extremis. Je veux dire, le lendemain, il partait à l'hôpital parce qu'il ne respirait plus. Et une fois qu'il a été à l'hôpital, je le raconte, c'est quasiment la fin. C'est terminé. En tout cas, il a plus sa conscience. Donc c'est in extremis. Mais j'ai eu ce cadeau de la conscience de pouvoir vivre ce moment. On va parler de quelques signes, de très beaux signes que vous avez. Je pense notamment au clip vidéo pour la cérémonie d'adieu que vous avez pu faire, où vous cherchez des petites vidéos et puis vous dites bon sang, mais qu'est-ce que je peux faire comme voilà. Le choix ça, c'est un des premiers signes. Le choix des chansons pour la cérémonie aussi. Enfin, on a l'impression que tout se construit. Et d'ailleurs, vous dites que c'est lui qui prépare les choses. Pour moi, oui. C'est lui qui a orchestré sa cérémonie de funérailles. Et j'ai vraiment, en fait, c'est là où j'ai pris conscience que quelque chose de lui devait survivre. Parce que quand il disparaît, rien n'est prévu. On ne sait rien de ce qu'on va faire. Absolument rien. Et vous n'avez même pas parlé de rien avant. On a parlé d'une chose, c'est raconté aussi dans le livre, c'est-à-dire que bien avant, alors même qu'il n'y avait pas la maladie, il avait suggéré qu'il voulait être incinéré. Bon, dans une discussion comme ça, donc voilà. Et c'était évidemment très délicat d'aborder ce sujet pendant sa maladie. C'est lui-même qui l'aborde un jour en me disant « Oh, tu sais, je suis pas sûre de vouloir être incinéré. Finalement, je veux bien être enterré, mais alors surtout pas à côté, on habitait tout près d'un cimetière. Hein. Tu me mets pas là, hein. Surtout pas. J'aimerais bien être à côté de mes potes. » Il est au Père-Lachaise. Hein. Et il est au Père-Lachaise. Et il me dit « J'aimerais bien être à côté de Bachung. » Bon, j'en prends note. Et bon, elle est racontée, je ne sais pas si vous avez lu tout en détail, mais cette anecdote est racontée dans le livre, c'est-à-dire qu'on atterrit à quelques mètres de Bachung. Ouais. Et il est à côté de Jim Morrison aussi, je crois. Oui, il est à côté de Jim Morrison, mais on atterrit tout près de Bachung. C'est invraisemblable, quoi. Bon, là, on sait que c'est là, parce qu'on cherche un lieu, on sait que c'est là, Bachung est là. Donc, tout ça, comme si tout était prévu aussi. Et bon, après, on peut commencer par voir des coïncidences, mais quand tout arrive comme ça. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas donc où je vais l'enterrer, ça vient. Et puis, je ne sais pas ce qu'on va faire pour sa cérémonie. Et tout arrive tout seul. Moi, j'ai juste à dire amen, quoi. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est très bien, on fait ça. Tout arrive tout seul. Alors, pour, par exemple, le petit clip pendant la cérémonie où vous voulez diffuser des images que vous n'avez pas? Ouais, enfin, je trouve pas d'images. Je suis en panne d'images de chanteurs parce que des images de vie privée, j'en ai quelques-unes sous la main. Mais je veux qu'on le voit sur scène. Et je suis là à me dire, oh là, mais alors, où est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher dans les greniers, dans les archives, oh là là, ça, je vais passer un temps fou. Et puis, il faut savoir que je suis quand même beaucoup sollicitée à ce moment-là. Je reçois beaucoup de coups de fil, de gens, de textos, d'appels, machin, et j'ai pas trop le temps de converser avec les gens parce que chaque fois, ça prend une heure. Sûr. Donc, je décide de plus répondre.
Et là, il y a un coup de fil qui arrive. Et je ne sais pas pourquoi. Je réponds. D'un numéro d'un numéro inconnu. Ouais. Et je réponds tout en me disant, mais arrête, pourquoi tu fais ça? Tu vas encore perdre 1 heure. Et au bout du fil, il y a la photographe qui l'a suivi les dernières années de sa vie sur toutes les scènes où il s'est produit. Donc elle a 3000 photos sous le coude et elle me dit, attends, je t'envoie. Et donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire le clip. Voilà, et tout est comme ça. Ouais. Tout est comme ça. Alors ça, considérez quoi? Coïncidence? Non, au début, synchronicité je me dis, c'est quand même curieux, mais alors comme il y en a beaucoup, à un moment donné, on finit par se dire, quand même, ça fait beaucoup. Voilà. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il est là, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il est là. Et puis, jusqu'au jour où il est vraiment là, quand même. Ouais. Racontez-nous. Il y a ce jour... parce que tout ça peut être des coïncidences. Même le coup du Max dans les haut-parleurs, ce qui est quand même assez extraordinaire. Parce que... Je vais le raconter parce que enfin, je sais pas s'il faut déflorer le livre. Il y en a tellement, mais vous pouvez en dire une ou deux, bien sûr. Parce que c'est le premier moment où je l'appelle, en fait. Vous lui demandez. Oui, où je lui demande, parce que je vois bien ce qui se passe et je me dis, bon, on a l'impression qu'il est pas loin, là, qu'il surveille tout, qu'il m'amène tout ce qu'il faut au bon moment, etc. Bon. Et un jour, c'est tellement puissant, ce sentiment qu'il est là, que je lui demande, je lui dis, écoute, si t'es là, fais-moi un signe. Comme ça, je saurai que tu es là. Parce que pour l'instant, c'est que... je ne fais que supposer. Je ne fais que supposer. Écoute, fais-moi un signe. Je suis dans la voiture. Et puis, bon, évidemment, quand on demande un signe, on regarde le ciel, on regarde ce qui se passe. Je vois rien du tout. Et puis, je m'auto-flagelle. Enfin, je dis, mais arrête de demander l'impossible. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme signe? Donc, je me gare, à ce moment-là, je vais dans un magasin de bricolage. Et puis, j'étais presque en pleurs tellement c'était intense. La demande. La demande, ouais. Et j'étais dans le pardon, dans mutuel. Je te pardonne, tu me pardonnes. Je sentais qu'il y avait cette énergie-là de pardon entre nous, qui était très forte. Bref. Et j'étais en pleurs, et puis j'oublie. Je me gare, je vais dans mon magasin de bricolage, je rentre. Et quelques secondes plus tard, j'entends Max dans les haut-parleurs qui démarre. Ça, je dois dire que c'est déjà un grand moment. Incroyable. C'est déjà un grand moment. Alors, le signe que je demande, il arrive, quoi. Parce que la première réflexion qu'on se fait, mais quel est le taux de probabilité? Bien sûr, mais c'est surtout que je l'ai demandé en plus. Mais bien sûr. Mais et bien alors, sûr, bien sûr. On se demande bien sûr comment ça peut marcher. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas l'événement qui vient en synchronicité avec vous. C'est la pensée que vous captez, qui est déjà là. Il se trouve que j'ai capté cette pensée, que je lui demande un signe, parce que, quelque part, l'événement de la chanson qui allait arriver était prévu et que on le savait. Moi, j'ai tendance à ressentir les choses. C'est comme ça que vous l'analysez? C'est pas parce que j'ai eu cette pensée que je vais déclencher les énergies pour que la chanson arrive. J'ai tendance à le voir dans le sens contraire. Mais bon, en même temps, on ne sait rien, et ça, bon, et puis ça marche peut-être dans les deux sens, puisque tout est énergie et tout se connecte à tout, donc ouais, voilà. Mais on peut encore y voir une coïncidence. Voilà, on peut s'arrêter à c'est une coïncidence. Mais dans les deux cas, c'est magnifique. Oui. Dans tous les cas, c'est magnifique. C'est pas grave que ce soit même. Dans tous les cas, c'est magnifique. Même si c'est une coïncidence, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est quand même extraordinaire. Ça arrive et ça fait du bien, en tout cas, quand ça arrive. Et puis, il y a ce jour où il vient vraiment. Oui. Alors, allez-y. Mais alors là, évidemment, pour tous les observateurs extérieurs, on peut penser que c'est mon imagination, enfin, que je l'ai pas réellement vécu. Mais moi, je sais que je le vis vraiment. Et que je suis parfaitement réveillée. Et il vient me parler. Donc, pour moi, il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu ça, j'y crois. Il n'y a plus de doute. J'ai plus de doute. Je dis, bon, ok. Je sais que tu es là maintenant. Quand il vous parle, c'est de la clairaudience? C'est ce que j'ai découvert après. Ah oui. J'imagine que c'est là, parce que je l'entends vraiment.
je l'entends parler avec sa voix normale, c'est-à-dire parce qu'à la fin de sa vie, il avait plus sa voix normale, hein, il avait perdu les graves à cause de sa maladie. Il a été vraiment puni là où ça faisait le plus mal. Hein, pour un chanteur, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est terrible. Et comme si, quand même, bizarrement, elle sortait d'une radio, sa voix. Mais je l'entends très clairement, c'est sa voix normale, et il me parle. Alors, si on rentre dans les débats philosophiques ou spirituels, certains vont dire c'est normal que vous puissiez entendre ça, percevoir ça. Il est votre mari, vous êtes dans la peine, donc peut-être que vous êtes forgé quelque chose qui vous pousse toujours, à... Vous voyez ce que je veux dire? Si on veut mettre du rationnel là-dedans, on va trouver. Ça. On va... Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Et ça me suffit, moi. Et puis, je pense que chacun fait sa propre expérience et avance à son rythme et avec nos expériences. Je demande à personne de me croire ou de tirer les conséquences de ça. Mais moi, ça m'a permis d'avancer, en tout cas, de dire, OK, t'es bien là, quoi. C'est pas juste une succession de coïncidences. Vous avez eu 2 enfants? Non. Non, vous n'avez pas eu qu'un 2 seul. Un seul? Oui, nous ensemble, on a eu un fils. Oui. Et Hervé a eu 2 enfants. 2 enfants, c'est ça. Oui, il a un garçon et une fille. Un garçon et une fille. C'est ça. Et son fils, donc votre fils, d'abord il ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau. Ouais. Et c'est un artiste. Oh, il est tout. Il a reçu beaucoup de dons. Ce gosse, il en a trop même parce que il est de formation, c'est un scientifique, hein, de très haut niveau. Il est à la pointe de la sécurité informatique. Il a fait une thèse là-dessus, de l'intelligence artificielle. Il est vraiment très très pointu. Et c'est intéressant. À la limite, il est certainement pas mon fils pour rien et moi je suis pas sa mère pour rien parce que nos discussions sont très électriques. Bien sûr. J'imagine. Puisque lui, il me ramène toujours à sa logique. Mais c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Exactement. Quels sont les... Où il en est dans son cheminement aujourd'hui par rapport à ça? Il en est... Est-ce qu'il est convaincu par ce que vous lui présentez comme synchronicité ou comme signe? Il va toujours me dire, mais maman, tu vois pas les probabilités qu'il y a pour qu'un événement extraordinaire arrive parmi tous ceux qui pourraient arriver. Donc il va toujours ramener à la probabilité. Et moi, je lui dis, mais m'en fiche de tes probabilités. Regarde ce qui vient d'arriver. Pour moi, c'est plus qu'improbable, quoi. Tu vois. Bon, bon, on a ces discussions, mais qui sont constructives parce que tout est juste en fait. Moi, je crois. Il y a pas un regard qui est plus juste qu'un autre. Et on grandit ensemble en fait. Je pense que je lui amène quelque chose et lui aussi, il me ramène à une certaine... Pourquoi pas je trouve ça constructif, notre couple enfant-mère. Vous comprenez, Tina, que la phrase que vous venez de dire là sur ce fameux « tout est juste ». Oui, tout est juste. Elle est dure, cette phrase, pourtant, à entendre. Tout est juste en fonction on a tous un point de vue différent. On est tous à un endroit différent. Et de chaque endroit, c'est juste ce qui se passe pour chaque personne. Puisque l'univers a créé un enfant comme Valence et il a créé quelqu'un comme moi, pourquoi ce serait pas juste? On est juste l'un comme l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre. L'univers a créé ça. On est les enfants de l'univers. Donc... Et on chemine les uns avec les autres, avec justement les éclairages de chacun de nous permettent, je crois, d'avancer, puisque nous sommes tous une petite goutte de l'océan. En se connectant un petit peu à d'autres gouttes, on élargit notre champ de conscience. Je crois que c'est ça, en fait. Mais ça veut dire que quand vous dites tout est juste, quand Hervé dit je quitte cette vie pour te permettre de vivre, alors je sais plus la formule. Je sais pas s'il l'a pas fait volontairement, mais à un moment donné, il m'a dit ça, il m'a dit bon, il faudrait que ça s'arrête pour que tu puisses vivre. Pour que tu puisses vivre un peu. Je lui dis mais non, j'ai pas envie de vivre autre chose que ce que je suis en train de vivre. C'est voilà. Mais c'est vrai que j'étais investie là-dedans, même si c'était épuisant. Je sentais que c'était la graine
de mon éveil. Hein. Je l'ai senti, ça. Sans pouvoir mettre des mots ni des pensées à ce moment-là. Mais je sentais que j'étais en train de démarrer quelque chose de très important dans mon parcours. Un petit mot sur qui était Hervé. Parce que on connaît évidemment l'artiste. Alors moi, je suis très très étonné de voir, parce que c'est quelqu'un, vous parlez un petit peu de son enfance, c'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Je sais pas s'il a manqué d'amour. Peut-être, probablement. Mais il disait jamais de mal de ses parents. Au contraire, il était bienveillant avec ses parents qu'il remerciait de lui avoir fait confiance. Ouais. C'était la grande chose qu'il disait à propos de son enfance. J'ai eu des parents qui m'ont fait confiance et ça, je les remercie de ça. Est-ce qu'il a pas... Je pense pas qu'il ait été un enfant mal aimé, mais bon, on a tous nos blessures. J'avais l'impression qu'il y avait des blessures qui venaient. Mais c'est fou, en 22 ans, vous pouvez pas dire on a parlé de ça parce que non. Il a vécu ça, je sais qu'il était comme ça, ou il s'est passé ça dans sa vie. En fait, c'est très secret hein, quand même. Hein. Il part avec ses secrets. Il part avec ses secrets, oui. Je sais pas, en fait, ses secrets. Je sais même pas s'il en a, mais voilà, j'ai pressenti, surtout après, qu'il y avait des choses, il y avait des blessures, quoi. Justement, qui empêchaient la libre circulation. Parce qu'on n'écrit pas Max, quand même, sans être un peu connecté, à un moment donné, quoi. Quelle est l'histoire de cette chanson, d'ailleurs il l'a raconté souvent. L'histoire de cette chanson, il était avec sa guitare, il passait beaucoup de temps, Hervé, c'était sa méditation à lui, en fait. Sa connexion au divin passait par sa guitare, donc il était très souvent assis sur le canapé, en train de gratouiller comme ça, et puis à laisser divaguer un peu les choses, et à laisser venir. Et puis, et son talent, c'était de repérer la petite perle, voilà, l'éclat de génie qui arrivait. La petite fulgurance. Ouais, la petite fulgurance. Et un jour, Max est arrivé et il l'a repéré. Et il a dit, c'est venu tout seul. Alors, il semblerait ça, c'est quelqu'un d'autre qui m'a apporté ça, il sortait quand même d'une période un peu particulière. Il sortait d'un jeûne. Ok. Ouais. Donc, il avait peut-être un peu fait le vide, justement, mis son corps en état de réception. Ouais, de réception et de repos. Ouais. Moi, je crois beaucoup que ça passe par le corps. C'est mon expérience personnelle, hein, ça passe par le corps. Et donc là, ça semblerait aussi aller dans ce sens. C'est venu, il a accueilli, et c'est ce que je raconte dans le livre. Il avait un couplet et trois couplets et un refrain. Mais la chanson n'était pas finie. Il a fallu écrire encore 2 autres couplets et ça lui a pris 2 ans. Et les 3 premiers sont tombés en 1 heure, quoi. Donc c'est pas lui, c'est bien ce que je dis. Si ça, c'est pas être connecté. Si c'est pas être connecté. Il y a d'autres chansons où on voit sa connexion. Beaucoup, en fait, presque toutes ces chansons. C'est l'œuvre de quelqu'un qui sait se brancher, quoi, qui sait accueillir. Ouais. Oui. Il avait ce don, aujourd'hui j'en suis plus que convaincue. Et en même temps, il retombait assez vite dans ses travers, dans la matière. Voilà, c'est pas pour ça qu'il était Max. D'ailleurs, il le disait. Hein, on lui disait souvent, vous ressemblez à votre Max. Il disait, oh là là, j'essaye, mais j'en suis loin. Quels étaient ses travers ? C'était ça, cette espèce d'exigence, d'impatience, de non-tolérance avec ceux qui comprenaient moins bien que lui, quoi, qui en étaient pas là où lui peut-être était. Il y a quelqu'un qui me fait penser un peu à ça aussi. Je sais pas, mais Dupontel, Albert Dupontel. Je trouve qu'il est un peu dans ce côté un peu écorché vif. Ouais. Oui, il avait ce côté. Un peu écorché vif. Il avait ce côté. Ouais. Écorché et ne voulant rien laisser paraître jamais de rien, quoi. Ce qui fait qu'on voyait pas beaucoup l'amour, il n'était pas manifesté et je m'en plaignais. Même auprès de vous, ouais, c'est ça. Et je m'en plaignais. Ouais. Je me disais mais bon, l'amour, il est dans les petites choses, dans les petits gestes, dans les petites. Mais si on le voit pas, alors c'est quoi l'amour ? C'est virtuel. Et ça, c'était pas lui. Eh ben non, il n'était pas tellement. Un je t'aime. Et il m'a répondu un jour, mais on sait que c'est là.
Ah. Oui, d'accord, mais on aimerait bien le voir de temps en temps. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, on sait que c'est là, d'accord. Vous en avez souffert? Oui, oui, je peux dire que j'en ai souffert. Oui, bien sûr. Mais je pense que cette souffrance était nécessaire. J'ai dû passer par cette souffrance pour arriver là où je suis. C'était nécessaire. Voilà. Vous vous souvenez, évidemment que oui, mais de votre première rencontre avec Hervé? Bah oui, oui. La première rencontre, elle est sur un court de tennis. Vous l'avez lu? Oui, absolument. J'ai même vu les photos. Il y a des photos de vous où vous êtes en train de jouer au tennis. Oui. Parce que j'ai été dans une autre vie, enfin, dans celle-ci, mais... Vous étiez bien classé en plus. J'ai été une bonne joueuse de tennis. Vous êtes dans les 10e, hein, je crois. J'étais surtout un espoir du tennis français, parce que j'étais championne de France minime, cadette, junior. J'étais un espoir du tennis français. Et puis j'ai arrêté assez tôt, parce que j'ai compris que c'était pas ma voie. Heureusement que je l'ai compris assez tôt, mais je me suis pas engluée là-dedans. Mais quand je rencontre Hervé, je suis assez jeune, j'ai 21, 22 ans, et je joue encore au tennis. Et lui, il chante, il fait une tournée de chanteurs avec Cabrel. Et on se retrouve au même endroit, au Cap d'Agde. Et donc, ils viennent, parce que Hervé était un bon joueur de tennis, et Cabrel aimait beaucoup le tennis. Et donc, ils allaient partout, où ils pouvaient, ils essayaient de trouver un cours pour jouer ensemble. Et là, ils viennent donc au club, et puis nous, enfin moi avec ma copine, on s'entraînait pour un tournoi de tennis, quoi. Et on nous présente. On présente les chanteurs aux petites championnes en herbe, et tout de suite, on va faire un double mixte. Génial. Voilà. On s'est rencontrés donc à l'occasion d'un double mixte, et il me choisit immédiatement. Il laisse pas Pas le choix. Pas le choix. Ouais. Bon, tu joues avec moi. Alors, c'était pas logique parce que j'étais un peu plus forte que ma copine, et lui était nettement plus fort que Cabrel. Donc, pour équilibrer les forces, j'aurais dû jouer avec Cabrel. Ce qui, il a pas laissé le choix. Alors, évidemment, on les a écrasés. mais bon. Et le couple était déjà en air. Bon, c'est pas pour ça c'est pas de là que c'est parti, hein, ça a mis du temps après. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? À ce moment-là, je suis pas séduite, hein. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, mais qui est pas de l'ordre de la séduction. Mais il se passe quand même quelque chose, parce que c'est curieux, j'ai le souvenir que dans ces 2-3 jours où on se croise, je lui lis des poèmes que j'ai écrits quand même. C'est étonnant. Je me suis souvenu de ça après. Et lui, il se passe rien. Rien du tout, rien du tout. À part qu'on est ensemble et on joue au tennis, on va les écouter chanter, voilà. Et en fait, il est marié en plus à l'époque quand même, donc voilà. Mais il se passe rien. Je suis pas spécialement attirée par lui. C'est ça qui est étonnant. 5 ans après, je suis devenue journaliste, et donc je l'interviewe parce que je le connaissais, et j'interviewe des personnalités qui jouent au tennis, puisque je travaille à ce moment-là pour Tennis Magazine. Et donc, on se reconnecte, mais le temps d'une après-midi, voilà, et il se passe rien de plus. Et puis, 5 ans après, encore, donc 10 ans après notre première rencontre, on se recroise à nouveau. Et ça met un peu de temps à démarrer, parce que c'est pareil, je sais pas, moi, je sais pas ce qui se passe avec lui. Il y a pas une attirance fulgurante, mais il semblerait que quelque chose m'appelle, quand même. C'est très, très curieux, d'ailleurs. Très, très curieux. Voilà. Et puis voilà, ça finit par se faire et par grandir. En fait, c'est une rencontre qui se fait pas dans la passion et la fulgurance, qui se fait au contraire sur un autre mode. Et alors, j'ai plus la phrase parce que j'ai tellement pris de notes, mais vous dites à un moment donné, notre histoire n'est pas ordinaire, comme toutes les histoires sur la Terre. La nôtre fut lente au démarrage et grinçante dans la durée. Grinçante, oui, parce qu'il y a eu pas mal de frictions, de moments où ça allait pas. Mais enfin, je pense qu'il y a pas de couple. Il y a pas de couple qui échappe à ça. C'était pas un homme facile à vivre? Ah non. Non. Ça, on peut le dire. Ouais. Je peux le dire sans trahir. Non, il était pas facile à vivre, parce que exigeant, parce que et puis probablement qu'il se regardait un peu trop lui-même, sans regarder l'autre aussi, hein, beaucoup. Vous avez vu les phrases qu'il est capable de me sortir, quand même. Il y a quand même il pouvait être cinglant. Oui, il peut faire mal.
il pouvait faire mal. Oui. Il pouvait faire mal. C'est Oui. fou parce que quand on le voit comme alors ça. qu'on a l'impression que c'est la ça- douceur. Mais incarnée. totalement. Oui. Et au travers de sa voix, de ses textes, de ses chansons, on se dit oh là là, Oui. le troubadour qui est là avec sa Oui, chanson romantique. Non, c'est une fausse. Enfin, disons que cette image existe. On a plusieurs facettes. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas un. Bien sûr. Eh ben, cette image qu'on voit de lui, bien sûr, elle existe aussi. Mais il n'y a pas que celle-là, quoi. Il y a aussi l'envers du décor. Oui, il y a aussi le Hervé qui peut être cinglant. Bon, alors, vous avez aussi, alors, il vous a fait ce qu'on appelle les 10 commandements. Oui, enfin, il vous chante une sorte de 10 commandements, en fait. Oui. Quand je parle le secret des choses, là, dans ce chapitre-là. Quand il dit aime, donne, accepte de recevoir, supporte de perdre pied. Oui, parce que toutes ces choses m'arrivent. Et puis, je sais pas pourquoi elles m'arrivent. Donc, je me dis, c'est peut-être lui qui me les envoie. Et donc, moi, en fait, ça passe par moi. Je retranscris. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, quelquefois, on vient me dire des choses ou me critiquer sur certains aspects de ce qui peut être dit. Mais je dis, mais je ne m'identifie pas à ce livre. C'est passé par moi. Moi, j'ai juste accueilli. Puis quand ça m'a paru, j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Après, c'est pas pour ça que c'est juste, et c'est pas pour ça que j'adhère. Vous voyez, tout ce que vous avez écrit là, il y a des choses sur lesquelles vous dites je retranscris, mais je suis pas tout à fait raccord avec ça. Je suis raccord, mais il se peut que dans 10 ans, je ne le sois plus. Oui, c'est possible. Oui. C'est possible, ça, par contre. Oui, c'est tout à fait possible, ça. Je suis raccord au moment où je l'écris. Au moment où je l'écris, oui, ça passe par moi. Et si je le laisse, c'est que je suis d'accord, c'est que ça me séduit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais on évolue, on est là pour ça. Et il se peut que, à un moment donné, je dise ah mais non, c'est pas exactement ça en fait. Vous savez, je crois que quand on a justement cette connexion dont Hervé était capable, et que vous avez, et que j'ai réussi à mettre en place un petit peu, on reçoit. Mais on ne reçoit pas à 100% les choses. On reçoit presque tout. Mais dans ce presque tout, dans le peu qui manque, c'est énorme, ce qui nous est demandé à nous. Parce qu'on reçoit, mais en fait, c'est comme la vie. Vous recevez la vie. Vous ne faites rien pour être en vie. Vous n'avez rien demandé. Elle est là. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette vie? C'est énorme. C'est un travail monumental de faire quelque chose d'intéressant de cette vie, de la magnifier, d'en faire quelque chose, plutôt que rien. C'est un peu pareil pour la création. On reçoit beaucoup, mais on ne nous donne pas tout. Ce serait trop simple. Ce serait trop facile. Je crois qu'on ne nous donne pas tout. Et dans cette petite frange qu'il faut aller chercher, c'est un travail monumental pour nous, petits êtres humains, qui consiste justement dans ce lâcher prise pour aller le chercher, quoi. Il est pas là complètement. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, moi. C'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que je dis toujours, ce livre, je l'ai reçu, et pourtant, ça a été un travail monumental. Donc, comment on explique les deux? Si on reçoit, on n'a rien à faire. Non, mais c'est parce qu'on nous donne pas tout. Eh oui, parce qu'il faut donner de sa personne aussi quand même. Oui. Alors, vous avez des projets, notamment vous parliez de la maison en Provence, pour accueillir et pour faire quoi, des immersions, des séminaires, des choses comme ça. Il y a vaguement ça qui se dessine et qui se profile. Oui, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y aurait ça, mais ça existe déjà parce que je reçois des locataires chez moi et comme par hasard, on attire ce qu'on est. C'est toujours des gens en quête, bizarrement. Et donc, il se passe toujours quelque chose. Mais j'aimerais aller plus loin dans ce projet, c'est-à-dire réunir des gens en quête sur un thème précis avec un encadrant spirituel qui aurait quelque chose d'un peu structuré à délivrer, parce que moi, c'est pas structuré du tout. Ça part dans tous les sens, mais pour autant, ça peut être intéressant pour ceux qui le vivent ou qui vivent quelques jours avec moi. C'est pas inintéressant non plus. Mais c'est vrai que on a toujours besoin d'être rassuré par quelque chose de tangible, par un cadre. Donc, je me dis, pourquoi pas proposer les deux, à la fois un cadre et à la fois un éclatement dont je pourrais être la source. Mais et donc je construis un lieu
qui pourrait se prêter à ça. Et tous les jours, c'est un travail quotidien pour moi. Donc, je suis vraiment dans la matière, quoi. Et en Provence. Oui, et en Provence. Je me coltine à la matière avec les planches de bois, avec les... Enfin, voilà, j'ai un établi. Ah oui. Oui, non, mais... Ah oui, c'est bouquet. Ah oui, j'y vais vraiment. Et je conçois tout. Je me fais aider un petit peu de temps en temps. Je fais pas tout toute seule. J'ai un peu d'aide. Bizarrement, j'ai toujours les aides juste au bon moment qui arrivent. Là aussi, je me sens aidée. Hein. Comme par hasard. Comme par hasard. Tout arrive au bon moment. Dès que j'ai besoin d'une aide, la personne arrive. C'est juste magnifique. C'est pour ça que vous pouvez être dans la gratitude. Vous pouvez être dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Et je m'émerveille sans arrêt. Ah, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. tout le temps. Incroyable. Parce que justement, j'avais besoin de ça. Et hop, ça arrive. Le jour, l'heure, là, précisément, etc. C'est pour ça que je m'inquiète plus de rien, en fait. Et que j'ai plus d'inquiétude, parce que je me dis, mais en fait, ça va arriver. Si c'est pas la peine de s'inquiéter à l'avance de choses qui ne sont pas là. De toute façon, quand les problèmes vont se poser, il y aura la solution. Voilà. En fait, la solution va arriver en même temps. Mais c'est magnifique. Oui, c'est une manière de vivre et d'être au monde qui est extraordinaire. Quel soulagement. Ah, c'est un soulagement extraordinaire. Un soulagement de l'esprit extraordinaire. Extraordinaire. Je suis d'accord. Ah ouais, c'est une manière de vivre que je trouve, je le dis dans le livre, qui est extraordinaire. Parce que on fait confiance, quoi. C'est faire confiance à la vie. Et que vous n'aviez pas avant. Ah non, avant, je voulais tout régenter moi-même. Hein, avec mon petit mental qui sait rien et qui est pas bien, qui est pas bien fort, hein, il va pas très loin, hein, c'est ce que je dis. Ce petit caporal qui se prend pour un chef, qui joue au chef d'orchestre dans son joli smoking, voilà. Mais en fait, il est nul le mental. Il va pas plus loin que ce clone ne va pas plus loin que le bout de ses neurones. Mais c'est exactement ça. Le mental, il fait pas grand chose. Par contre, si vous acceptez d'être une partie de ce grand tout à laquelle vous pouvez vous relier et qui peut vous informer, mais il ne vous informe pas à l'avance. C'est ça le truc. Et nous, on veut être informés à l'avance. On veut, parce qu'on a trop peur, donc on est dans nos peurs, on veut anticiper. Oui, mais alors s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche dans l'instant. Et moi, j'ai constaté ça. Donc maintenant, je fais confiance, je serai informé dans l'instant où ce sera nécessaire. Ça relativise beaucoup de choses. Mais oui, mais c'est génial de vivre comme ça. Ah, mais vraiment, c'est génial. Parce que vous savez que vous pouvez pas vous tromper. C'est ça qui est... Oui. Vous pouvez pas vous tromper. C'est extraordinaire. Vous êtes informé à la seconde. Ouais. Mais si vous voulez anticiper, vous allez faire des erreurs. Voilà. C'est parce que anticiper, c'est le mental. Et pourtant, il faut quand même anticiper certaines choses. Bien sûr, je peux pas dire que je suis... bien sûr que j'anticipe. Hein, je prends mon billet de train à l'avance. Mais bien sûr, votre maison, vous la construisez pour anticiper sur des choses que vous avez envie de mettre en place. Bien sûr, mais... Il y a les deux, en fait. C'est un aller-retour. Hein. C'est là où c'est complexe. C'est là où c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr. Bien sûr, ce serait... C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Je suis d'accord. Pour finir, Tina, parce que vraiment, j'invite tout le monde à lire ce livre. C'est au-delà du livre, de la connexion que vous avez avec Hervé, c'est aussi une belle déclaration d'amour. C'est aussi voilà, de belles choses qui vous restent de cette union. Refaire vivre Hervé en musique, sur scène, c'est aussi un projet? Oui. Comment vous le savez? Je sais. Comment vous le savez? Peut-être qu'Hervé m'a dit, d'un seul coup, il s'est arrivé un truc. Non, mais je sais ça. Si vous voulez, moi, avec des lectures de textes. J'ai toujours écrit ce livre en imaginant que ce que j'écrivais, en tout cas, en partie, pas tout, hein, mais pourrait être dit sur scène. Compté. Et donc, il y avait toujours cette dimension scénique qui était là. Et en tout cas, moi, quand je travaillais, je lisais mon texte tout haut. C'était ma manière à moi de recevoir mon texte. Et la suite de l'histoire, je sens que c'est d'en faire, d'aller vers, c'est de le sortir de ces pages de papier pour peut-être le mettre sur scène.
Je viens de faire une expérience de ça, très intéressante, parce que justement à l'occasion de cet anniversaire de mariage, j'ai réuni nos amis et pour faire une petite surprise, on a mis en scène un petit spectacle où je disais des extraits du livre et Valence, qui est aussi artiste, hein, il n'est pas que scientifique. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un artiste. D'ailleurs, il a sa chaîne YouTube, il a tout pour aller voir. Vous avez vu? Oui, bien sûr, je suis allé voir. Ouais, et puis, sûr. il a beaucoup drôle, de talent. en plus. Oui, il a beaucoup de talent, parce qu'il est intelligent, quoi. Donc, il sait, voilà. Et puis, il est aussi magicien, de très haut vol. Puis il est rappeur. Oui, enfin, il rappe. Je sais pas si c'est pas du rap, c'est du... Il rappe beaucoup, il mais il a aussi un talent d'écriture. Oui. Il a beaucoup de talent. Quand il se met à écrire, il écrit. Il joue au piano magnifiquement bien, il joue à la guitare magnifiquement bien. Il a beaucoup de cordes. Bah oui. Sa corde principale, c'est d'être scientifique. Enfin, c'est par là qu'il essaye de. Mais il essaye de tout réunir. Mais c'est bien. Voilà. Et je sais plus ce que j'allais vous dire. Non, oui, on a fait ce petit spectacle qui a ravi les gens, et il n'y en avait pas beaucoup dans la salle, qui sont en chemin de conscience, et qui a déstabilisé les autres. C'est-à-dire que j'ai senti, mais moi ça a été une grande information pour moi. J'ai senti que les gens ne savent pas comment réagir à un langage qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre finalement. On n'a pas l'habitude de parler d'âme à âme, d'aller chercher la vérité, l'authenticité dans nos rapports, dans nos relations. On n'a pas tellement cette habitude. Et donc, quand on est là-dedans et on peut facilement être perdu quand on n'a pas pris ce pli. Et par contre, il y avait quelques personnes qui sont vraiment sur ce chemin, et je le savais. Et je les ai remerciés de venir parce que j'ai dit, ça va m'aider quand même. Essayez d'être là parce que ça va m'aider. Donc l'idée, c'est de lire des textes et de les ponctuer avec des musiques d'Hervé. Oui, c'est ça. J'ai construit un spectacle qui s'enchaînait relativement, qui était cohérent, où j'extrayais donc des passages et les chansons d'Hervé venaient rythmer ça. Bon, ça a marché. Et puis c'était, mais c'est vrai que moi, mon texte était lourd et Valence mettait un peu de légèreté dans tout ça à venir chanter. Donc heureusement qu'il était là parce que sinon, je crois que vous auriez plombé l'ambiance. Oui, j'aurais plombé le truc. Mais moi, ça a été très riche dans l'enseignement parce que j'ai compris que si je voulais m'adresser à un plus grand nombre, il fallait mettre plus de légèreté. Ça ne veut pas dire que mon texte est à rejeter, parce qu'il y a la beauté dedans. Et je crois que nous sommes quand même très attirés, séduits par la beauté. C'est de la conscience, elle a besoin de beauté. Mais en même temps, si on veut s'adresser à l'être incarné aussi que nous sommes, il faut peut-être aussi être plus simple et plus direct. Et donc, je suis dans ce travail. Dès le lendemain, je l'ai commencé. Le lendemain de ce spectacle, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, il faut aller plus loin. Et donc, c'est un travail, c'est encore une fois, c'est le Graal que je cherche, c'est-à-dire le juste équilibre entre les deux. C'est compliqué. Très difficile. Bon, il est là, il va vous aider. Mais oui, il va m'aider. Oui, mais je suis sûre qu'il va m'aider. Et d'ailleurs, si j'ai fait ça, c'était pour ça. Évidemment. C'était pour prendre conscience de ça. Bien sûr. C'était une marche. Et je le savais en plus. On m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et j'ai dit, je sais pas, mais je sais que je dois le faire. Et je pense que c'est une marche vers la suite. Mais je ne sais pas encore ce que je vais apprendre. Et je l'ai appris. Dès le lendemain matin où je me suis réveillée, je me suis dit, ah ouais, non, mais si tu veux toucher un plus grand nombre, c'est quand même le but, la transmission, quand même. Parce que ceux qui sont déjà là... c'est de l'acquis. C'est acquis. Enfin, voilà, on est toujours en marche. Hein, bien sûr. Mais et on aime bien se nourrir quand même de l'expérience des autres, même si on... Voilà. Mais ce serait quand même intéressant d'aller chercher ceux qui pourraient. Hein, voilà. Et donc, peut-être... c'est là, en fait, l'équilibre, l'alchimie, enfin, trouver le bon équilibre entre, effectivement, de la poésie mise en musique, de l'émotion, évidemment, au travers des textes, parce qu'ils sont forts de sens, c'est aussi votre histoire, etc.,
et en même temps cette ouverture et cette dimension spirituelle Ouais. que vous pouvez insérer à Ouais, ouais. l'intérieur. Mais j'ai trouvé comment déjà. Super. Enfin, voilà, Super. mais ça vient à flot là. C'est donc je sais que c'est par là puisque j'ai Magnifique. la joie de le faire et Magnifique. donc voilà, c'est parti. En tout C'est parti. cas, Et ce serait avec les chansons d'Hervé évidemment. qui viennent évidemment rythmer tout ça, Tout ça, ouais, bien sûr. et que je redécouvre d'ailleurs à Ouais. travers ça. Hein, parce que je suis sûr qu'il est derrière tout ça. Combien il a fait? Il a fait une dizaine d'albums, non, je crois. Oh oui, oui, au moins. Une dizaine d'albums. Et il y en a un à venir. Oh, bien. Bien. C'est-à-dire que il a écrit 10-12 chansons qu'il n'a pas eu le temps de produire, de sortir. de sortir, mais Il les a enregistrés. la conscience a fait en sorte qu'il ait eu le temps d'enregistrer sa voix. Donc ses voix sont là. Ok. Donc maintenant. Et voilà. il n'y a plus qu'à. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu les signes. Je les attends. C'est ce que j'allais vous dire. Je les attends. J'allais vous poser la question. Ouais. Parce que j'allais vous dire, parce qu'il y a plein Ouais. de gens qui vont. Les gens pensent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Mais on peut aussi analyser ce qu'ils disent. Les gens qui disent, ah oui, mais pour la mémoire d'Hervé, alors ça y est, maintenant elle va sortir un disque, elle a fait un truc, maintenant elle va faire une sorte de comédie musicale, maintenant Ouais, elle je va ne faire sais pas celui- si je vais la faire. Non, mais Je enfin, la vous voyez ferai, ce que je veux voilà, dire. Vous voyez ce que je veux dire. si ça vient, hein. Mais Moi, je encore n'ai pas une... de volonté. C'est ce que j'allais dire. Non. C'est ça qui est important de préciser. Je n'ai pas de volonté. C'est une commande. Ouais. Je n'ai pas de Ouais, volonté. j'ai bien C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, j'ai bien compris. Je cherche pas, moi, à me mettre en avant, surtout Oui, pas. ou à exister, pas- ou au à travers exister à de- travers ouais, ça. Bien sûr, Je grandis à travers ça, Bien ça sûr. c'est clair. bien sûr. Mais après, il se passe ce qui se passe. Ok. Et si c'est l'aventure d'une comédie musicale, ce sera ça. Mais je peux pas en être sûr à la minute où je vous parle. En tout cas, Il est libre Max en comédie musicale, c'est un titre extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, tiens. La j'y avais comédie pas pensé. musicale, Il est libre Max. Ouais. Ouf. Tiens, vous Comme me donnez la- une idée. Non, mais Ben voilà, elle comme la arrive. comédie musicale de Je vais t'aimer Oui, oui. de Sardou, Oui, oui. c'est pareil. Ouais. Ou celle de France Gall, ou celle de Jean-Jacques Ouais. Goldman, ou celle de. Vous voyez Ben, ce que je veux dire c'est en gestation en ce moment-là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer Parce que de cet moi, ordre-là. j'entends des réflexions comme ça en disant tiens, je suis allé voir la comédie Il est libre Max, mais ça Mais ouais, sonne tout de suite. ce sera génial. Hein. Forcément. Hein. Surtout Padam, s'il est là derrière mais en plus, il est pour là. m'aider, pour me guider. vrai, Mais lui qui était quand même assez cabot et qui, faut le dire, ça faisait partie de sa personnalité quand même. Il disait souvent, il me disait souvent, mais je chante devant 100 personnes, il devrait y en avoir 1000 ou 3000. Mais je lui disais, et moi, à ce moment-là, j'avais un côté probablement plus éveillé que lui et un côté moins parce que moi, j'avais pas accès à ce qu'il avait accès. Et par contre, je devinais que chanter pour une personne, c'était chanter pour 10 000. Bien C'était sûr, pareil. Je bien lui ai sûr, dit bien d'ailleurs. sûr, bien sûr. Je lui ai dit, mais Hervé, on n'a pas besoin du nombre. Une personne, ça suffit. Et même 0, tu chantes pour les anges. Ça suffit. C'est ce qu'il doit faire. Et c'est ce qu'il doit faire C'est ce aujourd'hui. qu'il doit bien faire sûr, aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est sûr. Ouais. Merci infiniment, Tina. C'était passionnant de Mais vous c'est moi qui entendre. vous remercie d'avoir invité. Il est libre C'était un Max, plaisir. Hervé Christiani et évidemment Tina Christiani. Tu n'es pas parti sans laisser d'adresse. Ça aussi, c'est un titre fort. Hein. Ah oui, à signaler quand même que je termine le livre en disant et moi je vais pas vous quitter sans vous laisser d'adresse et je donne une adresse mail qui est fausse. C'est-à-dire que on a fait une erreur et je ne sais pas comment ni pourquoi. Il faut rajouter Max devant l'adresse que vous verrez. Ah oui, elle est là. Pour voilà, faut rajouter Max. C'était christiani@gmail.com et en fait, cette adresse ne m'appartient pas. Donc, ça a été une grande blessure pour moi de découvrir ça. Je me dis qu'il doit y avoir une raison, puisque doute. tout a une raison. Tout a une raison. C'est que ça ne devait pas passer par ce canal-là. Ça devait peut-être pas passer par ce canal. Mais en tout cas, du coup, s'il y a une réédition, on le mettra. On changera, mais il faut rajouter Max devant. Bon. Pour ceux qui... Voilà. J'ai pas eu la chance de connaître Hervé. J'ai la chance de vous connaître. Et Merci, je suis Marc. très content. Je suis très content de Marc. cet échange. Prenez soin de vous et continuez à faire... Et vous aussi, continuez, vous faites un travail magnifique. Merci. Parce que je crois que le divin est dans la rencontre. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Ouais. Et vous suscitez ça, vous faites des rencontres, et je crois que c'est dans la rencontre qu'il se passe cette magie qui nous relie. Entre deux personnes, mais on sent bien que quand quelque chose se passe entre deux personnes, on se relie ailleurs. Et c'est ce que vous faites, c'est votre travail. Donc c'est un travail magnifique.
Et c'est merveilleux. Je vais aller vous écouter maintenant que je vous connais. Et j'ai vu qu'il y avait une mine. Il y en a 800, il y en a plus de 800. Voilà, donc, voilà, vous avez le temps. Quand vous faites les travaux entre deux coups de scie sauteuses, oui, c'est ça. Oui, mettez-vous un petit casque et écoutez tout ça. oui. Et puis, je vous dis, restons en contact parce que peut-être que quand vous parliez effectivement de cette dimension spirituelle que vous pourriez accueillir dans votre petit havre de paix qui est en construction, je pense qu'on peut faire des tas de choses. En fait, j'ai beaucoup de gens qui sont certaines que vous avez interviewées, qui pourraient être les vecteurs. J'ai des noms. Vous avez plein de noms. Évidemment, bien sûr. Et dès que je serai prête, on aura peut-être des choses à voir ensemble. J'en sais rien. On ne sait pas. On ne sait pas. Hein? Laissons-nous Ils porter. ont prévu là-haut. Hervé, fais un petit quelque chose, hein, pour que ça se passe bien. Vous voyez cette photo là, il était quand même. Oui, bah oui, quand même. Il appelait. C'est exactement ce que je me suis dit. Et quand c'est moi qui ai fait l'image. Et alors quand il est comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut regarder? Il y a que vous. Il parlait des anges, il parlait des dieux, il parlait de ça. Il était quand même en connexion avec tout ça. Oui. Et pourtant, dans la matière, il pouvait être odieux. C'est ça. Mais c'est merveilleux en même temps de voir que finalement, on est humain. Hein. On a beau avoir tous en nous cette possibilité de connexion, on reste humain. Mais ce qui est fou, c'est que on va rendre l'antenne après, mais il pouvait être charmant aussi. Hein. Bien je sûr, l'ai dit aussi dans le livre. Il avait des moments. J'imagine. Voilà. On reste pas des années avec quelqu'un qui est un tyran. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que de sa génération, il y a beaucoup de chanteurs qui avaient cette réputation aussi, de gens durs, impatients. Oui. Mais alors lui, il n'était pas aussi, je crois, odieux ou il n'était pas m'as-tu vu non plus. Non, c'était pas un people. C'était pas un people. Non. Donc il n'était pas un but de sa personne. Il n'avait pas ça. Au moins, il n'avait pas ce défaut-là. Non. Enfin, il pensait quand même qu'il avait toujours raison. C'est ça qui était énervant. Je le dis dans le livre. Donc bon. Mais il savait pas dire je t'aime. Bah, vous en connaissez beaucoup des gens de cette génération qui savent dire je t'aime. De cette génération qui savaient dire je t'aime. Moi, j'en ai pas rencontré. Merci beaucoup, Tina. Merci infiniment. Merci, prenez soin de vous. Vous allez commenter. Je sais que cette émission va susciter quelques réactions de bienveillance. Avec bienveillance, en tout cas, je le souhaite. Je remercie les éditions Guy et Daniel qui font toujours un travail remarquable et voilà, qui savent aussi ressentir. Cette famille très Daniel. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de ça, mais ils sont venus à moi. J'imagine. De toute façon, tout est fait pour. Voilà. On se retrouve très vite donc pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous. Salut.